Voilà, eh bien on va démarrer. Messieurs, bonjour. Alors dans l'ordre, François Isquin qui est le CEO d'Octo-Technologies, on va en parler dans un instant. À côté de vous, Laurent Vergult qui est Community Networker du Manéo, le réseau social participatif du groupe ADO. On va vous découvrir dans un instant ce que c'est qu'ADO. À votre droite, Ziriem Marouf qui est responsable ressources humaines 2.0 chez Orange et puis surtout fondateur de l'Observatoire des réseaux sociaux. On va savoir pourquoi il faut un observatoire autour de ces réseaux sociaux. Et puis à votre droite, Franck Lapinta qui est responsable RH 2.0 de la Société Générale. Voilà, on va essayer de savoir un peu pourquoi on dit 2.0 aussi dans les RH. Un mot chacun, François, Octo-Technologies. Alors, vous allez être l'anticonformiste de cette table ronde parce que vous n'avez pas de réseaux sociaux. De réseau social même. Ouais, je vais peut-être présenter Octo rapidement. Donc Octo est une société de conseil que j'ai créée en 1998, qui a une croissance organique et aujourd'hui on est 170 personnes. Donc voilà, c'est ce que David Logan dans son livre Tribal Leadership appelle une tribu. Donc voilà, quand je vous parlerai de réseaux sociaux d'entreprise, c'est à l'intérieur de la tribu Octo, donc c'est 170 personnes. Et puis, je pense qu'on va découvrir, on va regarder un peu ce que chacun fait, et puis je vais revenir justement sur ce côté, pas de réseau social chez Octo, mais une façon un peu différente. Tout à l'heure, je disais que chez Atos, Thierry Breton espérait supprimer sous 3 ans tous les emails internes. Voilà, chez Octo, ce n'est pas le cas. Laurent Vergult, donc Community Networker du Manéo. Un mot sur le groupe ADO ? Alors, groupe ADO, c'est en fait le groupe Leroy Merlin, Bricoman, Weldom, toutes les enseignes autour de l'habitat. Donc 70 000 personnes, 13 pays. Et on n'a pas non plus de réseau social en termes de plateforme. Donc on se rejoint un petit peu. Voilà, et on va parler justement de ce... parce qu'on imagine aussi toutes ces communautés que vous devez faire vivre et dans les magasins et à l'extérieur. On va juste franchir le pas. Franck Lapinta, donc une activité 2.0 à la Société Générale, ça date de combien de temps à peu près ? Alors ça date de à peu près 4 ans maintenant, avec une double orientation en fait, à la fois vers l'externe et dans une approche essentiellement d'attractivité de candidats et vers l'interne pour l'engagement des collaborateurs. Et puis on verra si ces plateformes communautaires remplacent les CV ou pas. Moi j'aimerais répondre à cette question. Ziriem Marouf, vous avez quelques slides, puisque vous êtes aussi, je l'ai dit, président de l'Observatoire des réseaux sociaux. Quelques slides justement pour ceux dans la salle qui auraient du mal un peu à assimiler les réseaux sociaux. Voilà, on connaît les Facebook, les LinkedIn, les vidéos, les Twitter ou les chatters chez Salesforce. Mais voilà, il y a des réseaux sociaux d'entreprise. Et donc je vous laisse nous les présenter en quelques slides. Merci, bonjour. Alors, très rapidement, donc l'Observatoire, en effet, c'est quoi ? C'est un réseau social, c'est une association qui regroupe plus d'une centaine d'entreprises et institutions qui ont tous en commun, ces entreprises, le fait d'avoir un projet de réseau social interne. Et ce n'est pas une démarche, je dirais, où certains experts, quelques few experts expliquent la vie au réseau. L'intelligence est le réseau. C'est-à-dire que toute l'intelligence, en fait, elle est faite par les membres qui la composent. Alors, je voudrais partager avec vous cinq idées très rapides que l'on a au sein de cet observatoire. Alors, la première, c'est, on l'a vu hier à travers toutes les plénières et les tables rondes, vos entreprises sont toutes sur les médias sociaux, que vous le vouliez ou pas, parce que si vous n'avez pas une démarche engagée d'entreprise sur ces médias sociaux, eh bien, ma foi, vos collaborateurs parlent de vous et l'inconscient collectif ne fait pas la part des choses entre l'expression individuelle et le logo qui est dans votre profil là-dessus. Évidemment, se pose la question de la marque et de la marque employeur, de la réputation. Donc, on peut choisir d'y être pour être plutôt offensif. Et là, deuxième point, finalement, l'entreprise continue à penser son organisation en organigramme alors que sa réalité est un sociogramme. On parle beaucoup de collaboratif, on parle beaucoup de numérique qui fait émerger le collaboratif, mais finalement, le besoin de collaborer entre les silos, c'est une réalité de l'entreprise depuis longtemps. Les moyens numériques ne font que l'aider, la favoriser. Ça, c'est quelque chose qui est important. Le deuxième point important sur ce support-là, c'est que vos collaborateurs à l'extérieur ont appris à s'exprimer, à prendre la parole, à être quelque part acteurs de leur vie numérique. Quand ils achètent un appareil photo à la FNAC, ils donnent plus d'importance à ce qu'on a pensé l'autre comme eux que la fiche institutionnelle du produit qui en vante les mérites. C'est un peu ce que disait M. Bénichou tout à l'heure. On remet en cause l'autorité au profit de l'expertise. Eh bien, il n'y a aucune raison que dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, les collaborateurs se comportent différemment face à une information institutionnelle. Ils préféreront avoir l'avis des pairs et l'avis du plus grand nombre.
Alors, un réseau social pour faire quoi finalement en tout cas en lien avec le thème de la table ronde, on peut identifier, on va dire, 3 axes majeurs. Le premier, c'est tout simplement la capacité des individus de l'entreprise à mieux se connaître les uns les autres, à travers un profil enrichi, un moteur de recherche, sémantique, pourquoi pas, et pouvoir ensuite, fort de tous les outils 2.0, rentrer en relation les uns avec les autres, discuter à travers un mur, une discussion numérique, un échange, une communauté, etc. Le deuxième axe, en effet, c'est la communauté que l'on appelle une communauté spontanée, c'est-à-dire en self-service. Ce sont les collaborateurs qui définissent les thèmes sur lesquels ils veulent se regrouper et travailler. Ça peut être des communautés éphémères, des communautés plus longues. En gros, on est plutôt dans la notion d'intrapreneuriat, la capacité à être acteur, choisir, regrouper, co-construire. Et le troisième axe, finalement, qu'on va retrouver dans ces réseaux sociaux, c'est plutôt l'entreprise qui écoute, c'est-à-dire les communautés dites initiées par la direction ou l'entreprise. Et dans ce troisième axe, finalement, c'est un peu les jams pour définir ensemble quelles sont les valeurs de l'entreprise. En gros, on est plutôt à l'écoute de ce que pensent les collaborateurs sur des thèmes structurants, l'égalité homme-femme, le développement durable, le marketing de l'entreprise à 5 ans dans un monde en mutation. Et ces 3 axes, finalement, complètent les espaces formels que sont l'intranet, parce qu'on considère très souvent que le réseau social n'est pas l'intranet et qu'il n'y a pas de fusion des deux, parce qu'il y a tout de même besoin d'espaces qui sont plutôt formels, descendants, avec des repères. Ça ne remet pas en cause le management, c'est quelque chose qui existe et qui devrait exister pour pouvoir continuer à travailler correctement. Donc c'est 2 espaces, un formel très libre, un réseau de pairs, et un autre plutôt formel et descendant. On peut penser que c'est à la mode, finalement, cette histoire de collaboratif et de réseaux sociaux. Il y a une phrase de Gustave Thibon que je trouve excellente qui dit qu'être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte. Il y a des raisons beaucoup plus structurantes que de mettre en place des réseaux sociaux d'entreprise. La première d'entre elles, c'est de voir la pyramide des âges des sociétés en France, en Europe et aux États-Unis. C'est juste frappant. Le carré du bas correspond aux gens qui vont devoir remplacer le carré du haut via les départs naturels, qu'on parte à 62 ou à 65 ans, le challenge est le même. Et la direction seule ne pourra jamais remporter ce challenge. Il faut que ce challenge de transfert des savoirs, des savoir-faire, des compétences et des réseaux se fasse de manière très démocratisée, en self-service, et que tout le monde puisse partager avec l'autre son expérience. Enfin, dernier point, on a beaucoup parlé de technologie, on a parlé de CRM, on a parlé de relations clients. Il y a 2 points qui sont majeurs, et j'espère qu'on pourra en parler aujourd'hui autour de cette table ronde. Le premier, c'est la notion d'humain. Les réseaux sociaux sont des réseaux sociaux parce qu'il y a des humains dedans, des vrais morceaux d'humains dedans, et donc il y a la notion d'engagement individuel, de partir de la personne pour aller vers le collectif. Et le deuxième, c'est la notion de confiance. Le mot a été utilisé une seule fois hier, de toute la journée, une seule fois. Or, la confiance dans la notion de social et de réseau social est fondamentale. Une confiance bijective. L'entreprise a confiance dans l'ensemble de ses collaborateurs, en partant du principe que la grande majorité sont dignes de confiance et créeront de la valeur quand on leur laisse l'opportunité de s'exprimer. Et la confiance des collaborateurs en l'entreprise, en n'imaginant pas que l'entreprise est un Big Brother qui souhaite les traquer. Voilà, confiance et humain. Alors, au-delà de ce thème du réseau social, il y a le collaboratif, donc on va un peu englober tout ça pour l'instant, puis on reviendra un peu plus en détail sur les réseaux sociaux. Laurent Vergult, pour vous, le collaboratif aujourd'hui, c'est une transformation de l'entreprise, on est obligé d'y aller parce que c'est l'air du temps, c'est la tendance, ou est-ce qu'il y a des vraies opportunités business derrière ? Les deux. Les deux. Les deux, et je pense que je peux témoigner avec un retour d'expérience, c'est qu'il faut y aller. Et l'entreprise a tout à y gagner en y allant et en donnant un peu de moyens pour y aller. Alors, parlez-nous justement un peu alors vous, c'est un réseau qui s'appelle Humaneo. Oui. C'est une initiative, on va dire, plutôt qu'un réseau. Alors, Humaneo, c'est déjà né de la base. C'est pas péjoratif quand j'emploie le terme base, mais c'est pas du tout un programme RH poussé par la direction, etc. Et c'est né par 3 collaborateurs qui avaient envie d'essayer de faire bouger l'entreprise parce qu'ils avaient une sensation que l'entreprise, j'ai oublié de le dire, mais on grossit, enfin on double tous les 5 ans en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs. Donc on devient de plus en plus gros et du coup on pourrait perdre nos valeurs et le sens, la direction à prendre, etc., etc. Et donc, c'est né d'un voyage qu'on a pu faire aux États-Unis. Et quand on est revenu, on s'est dit, tiens, on va voir jusqu'où on peut aller pour essayer de faire bouger l'entreprise. Et puis, avec vraiment un état d'esprit un peu foufou, un état d'esprit un peu start-up et de voir jusqu'où on pouvait y aller. Et puis, on a voulu développer également... donc, c'est basé sur une communauté qui est ouverte à tous. On ne communique que de manière virale. On n'a pas de plateforme, comme je le disais en intro. Et pour l'instant, on n'en a pas besoin. On utilise le gratuit, donc du LinkedIn, du blog, du mail et la machine à café. Et on a des termes qu'on a voulu, dès le début, bannir. Alors, ce que je vais dire, ça va choquer, mais je le dis quand même. On ne veut pas entendre parler de ROI, de demande d'engagement de dépenses, de livre blanc, de cahier des charges et de réunion.
Nous, ce qu'on veut, c'est aller le plus rapidement possible, être le plus efficace possible et permettre à chaque collaborateur, quel qu'il soit... Faites un peu de reverse engineering quand même à la fin, regardez quand même un peu... Je veux bien vous croire que c'est difficile de calculer un ROI au départ, mais bon, vous faites un bilan au bout de 2 ans, vous dites... Non, même pas ? Non, en fait... Alors vous nous avez choqués. Voilà, en fait, on y va parce qu'on pense que c'est une bonne chose pour l'entreprise. Je ne vais pas raconter l'histoire du poulailler, mais je suis certain que c'est bénéfique pour l'entreprise, ou des ruches, ou du potager, etc. etc. Mais on y va, et puis on veut surtout aller vite. Si on doit se tromper, autant qu'on aille vite pour se tromper. Et puis de permettre à des collaborateurs de pouvoir s'exprimer aujourd'hui, comme dans toutes les entreprises. Et là je vais encore choquer, c'est un peu une roulette russe, c'est-à-dire que vous avez un seul canal d'écoute et d'expression qui est votre manager. Si vous avez de la chance, vous avez un bon manager qui a pour objectif de vous faire progresser. Si vous n'avez pas de chance, c'est l'inverse. Et donc vous rentrez dans une routine, vous venez à votre travail pour faire vos heures et vous rentrez chez vous. Et là, l'avantage du Manéo, c'est vous pouvez être comptable, avoir une super idée marketing. C'est celui qui dit qu'il fait, mais pas tout seul, avec l'aide de la communauté. Et vous allez pouvoir vous éclater et casser votre routine et vous rendre visible, entre guillemets. Alors, on va revenir sur les plateformes dans un instant. François Isquin, chez vous, chez Octo Technologies, 180 personnes, à peu près 170-180 personnes, des communautés qui se sont créées, mais tout ça avec le mail. Alors c'est assez surprenant parce qu'on dit toujours qu'on est assailli de mails dans tous les sens. Et vous, voilà, vous avez voulu faire simple finalement, parce que c'est peut-être par là qu'il faut démarrer. En fait, c'est un peu différent. Bon, déjà une tribu à taille humaine pour commencer. Et ma conviction, c'est que l'homme prime avant tout. C'est-à-dire que là, on parle d'outils collaboratifs, mais avant ça, moi, j'aime pas le terme collaboratif. Chez nous, on parle de coopération. Et avant même de mettre en place ces outils ou d'y penser, il faut que l'entreprise et que les salariés aient envie de coopérer et d'arriver à créer cet état d'esprit dans l'entreprise. Je ne pense pas du tout qu'on puisse régler une problématique de salariés qui ne coopèrent pas entre eux en mettant en place des réseaux sociaux d'entreprise. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Alors, quand je dis ça, tu connais la petite truc, ça fait 2 ans que Octo est Great Place to Work, donc c'est une entreprise dans laquelle il fait bon vivre en France. C'est quoi les quelques recettes autour de cette coopération ? En fait, c'est une envie de travailler ensemble, de partager un but commun. Et ça se fait d'abord avec de l'humain, ça se fait d'abord avec du contact. Alors, certes, quand on est tous localisés sur le même site, c'est plus facile. C'est vrai que depuis 2 ans, on s'est ouvert à l'international. Donc 3 filiales dans 3 pays différents, qu'importe. Et là, effectivement, on a eu besoin de mettre différents outils, de sortir un petit peu de ce mail. Et je vais raconter donc la petite expérience. J'espère que l'interlocuteur précédent m'en voudra pas. On a commencé par essayer de mettre en place Salesforce. Donc on a mis en place Salesforce et puis on a mis en place l'outil qu'elle est avec, qui s'appelle Chatter. Et on a fait, comme on dit chez nous, un plouf, c'est-à-dire que le Chatter a pas pris. Alors est-ce qu'il n'a pas pris parce qu'on est habitué au mail ? Et non, c'est pas ça. Il n'a pas pris parce qu'en fait, il venait de l'initiative du management, que les contraintes Salesforce faisaient que finalement on avait 20% des collaborateurs qui étaient sur Salesforce et tout le monde pouvait aller sur Chatter. Mais l'intérêt, c'était évidemment de linker avec Salesforce. Et ce qui a fonctionné, c'est ce qui fonctionne depuis 5-6 ans chez Octo, ce sont les outils Google. Alors, je ne suis pas rémunéré par Google, mais on a des outils collaboratifs. Alors j'ai parlé des mails, des agendas historiques. Finalement, c'est les usages qui sont venus des gens. Google Plus. Et donc les usages sont venus du terrain, où finalement tout le monde avait un compte Google. On a commencé à tester Google Plus en mode bêta, et puis aujourd'hui tout le monde est sur Google Plus. Et donc on a, c'est un peu nouveau, un début de réseau social d'entreprise sur Google+. Voilà, donc c'est une façon de dire qu'on n'est pas obligé de tout de suite partir dans de grandes plateformes. On a vu hier une démonstration chez Dassault Systèmes. Voilà, il y a d'autres façons d'aborder ce thème des réseaux sociaux. Il y a une question qui est passée rapidement, Ziré Marouf, l'histoire du poulailler. Certains d'entre nous qui ne savent pas, alors allez-y. Alors, les poulaillers, les ruchers, etc. Finalement, c'est simplement d'identifier que dans les communautés de collaborateurs, il y a énormément de choses qui sont très orientées business, mais il peut y avoir des choses qui sont plutôt orientées well-being at work. Et des gens qui, par passion, par exemple, sont apiculteurs, vont proposer sur les réseaux sociaux d'entreprise des modèles pour pouvoir héberger des ruchers sur les toits de l'entreprise. Et de manière safe,
de manière éco-responsable. Et pour un groupe comme Orange, pour l'exemple, mais pareillement pour ADO, c'est quand même assez agréable de pouvoir avoir aujourd'hui, après à peine un an, plus de 25 ruchers installés sur les toits de l'entreprise. Je crois qu'on a même les bureaux du groupe Next Radio sont à Issy-les-Moulineaux, enfin sont à Paris, mais collés à Issy-les-Moulineaux. Il y a Cisco à côté qui a monté des ruches. Absolument. Juste à côté, et finalement, qu'est-ce qu'on voit ? On toits. voit d'abord que c'est une action individuelle qui ensuite contribue à la responsabilité sociale de l'entreprise. On voit aussi qu'une entreprise... Et ça, c'est monté d'initiative sociale. Alors d'abord individuelle. Individuel. Voilà, une passion d'apiculture, une communauté qui n'est qu'un média. Finalement, le réseau social n'est qu'un média pour rencontrer d'autres gens qui potentiellement soit ont la même compétence, soit sont intéressés par le sujet. Et donc à partir de là, ça draine derrière cette communauté une influence de l'idée. Cette idée est repérée, identifiée, et à partir de là, elle est remontée, reprise en compte par l'entreprise et positionnée parmi les quelques petits actes du quotidien qui permettent d'améliorer un petit peu le... Alors, on a dans cette assistance beaucoup d'entrepreneurs, de PDG. La question, c'est est-ce que voilà, on perd pas du temps. Je sais qu'il y avait des études qui sortaient. Les DRH avaient un souci avec ces réseaux sociaux. C'est alors, je disais tout à l'heure, des freins culturels, une perte de contrôle du management, une perte de productivité. Est-ce que là, on touche pas un peu un des freins ? Est-ce que Laurent? Vous avez fait non tout de suite. Ouais, alors à chaque fois j'ai des questions un peu. Je ne vais pas me faire beaucoup d'amis dans la salle. En fait, pour moi, il y a 3 profils de RH. Il y a ce que j'appelle les 0.1, les 1.0 et les 2.0. Et j'ai eu les 3. J'ai vraiment eu les 3 à gérer. Bon, c'est beaucoup plus facile quand vous avez en face de vous une DRH 2.0 qu'un DRH 0.1. Ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur. Et nous, quand on a commencé la démarche il y a un peu plus de 2 ans, c'est les seuls qui nous ont mis des bâtons dans les roues. Mais par la peur de qu'est-ce que ça va devenir, jusqu'où on va aller, etc. Et ces freins du début, en fait, c'est devenu maintenant des accélérateurs, parce qu'ils ont vu que, à travers la façon de travailler collaborative, en fait, on gagnait beaucoup de temps. Il y a la Société Générale qui peut d'ailleurs le témoigner, et c'est carrément la DRH du groupe Société Générale qui est intervenue lors de l'Observatoire des réseaux sociaux pour témoigner. Donc voilà, et du coup, j'en ai perdu mon fil. On parlait justement de cette perte de productivité. Est-ce que là, vous, avec l'expérience, vous trouvez qu'il y a des gens qui... On va reparler après comment on fixe ses objectifs, comment on peut dire aux gens qui contribuent, comment on peut les rémunérer en quelque sorte. On en parlera tout à l'heure, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de productivité ? Non, moi je pense qu'au contraire, quelqu'un qui s'éclate avec une petite mission transverse est beaucoup plus... est mieux dans sa tête, et donc du coup, il est beaucoup plus productif. Donc ça, c'est une première chose sur la productivité. Après, l'entreprise a tout à gagner parce que si une personne est bien, en fait, elle va en témoigner dans son réseau familial, dans son réseau d'amis. Et donc, en termes de marque employeur, d'image de marque de l'enseigne, pour nous, c'est que du plus. Ça peut faire du bien. Oui, pardon. François et puis après Franck Lapinta. Oui, je voulais dire que ça pose un autre problème, ou pas d'ailleurs, mais c'est finalement la rupture du monde entre le pro et le privé. C'est-à-dire que quand on met ces outils-là en place, la vie ne s'arrête pas quand on quitte le travail. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien, je vous laisse juger, mais moi je pense qu'il y a vraiment ce point-là. Alors après on parle de perte de productivité. Pardon ? C'est un gain de productivité. Oui, ça peut être une perte ou un gain. Moi je sais que chez moi les gens répondent aux problématiques techno le soir. Est-ce que c'est bien ou pas bien, encore une fois, c'est une autre question. Mais j'ai l'impression de gagner en productivité avec ces échanges électroniques. Très rapidement, 2 choses. La première, je voudrais tordre le cou à une idée consistant à dire que les ressources humaines sont plutôt hostiles aux réseaux sociaux d'entreprise. Mais ce que je constate sur l'Observatoire avec plus d'une centaine d'entreprises, institutions, quelques ministères, c'est que dans un grand nombre de cas, les sponsors de ces projets sont des sponsors DRH. C'est le cas chez Franck, c'est le cas chez Orange, c'est le cas chez BNP Paribas, c'est le cas vraiment de manière significative, parce que ça répond à une réorganisation de l'entreprise nécessaire. Ça, c'est le premier point. Le second point, par rapport à la perte de productivité, quand on voit toute la richesse de la mise en commun, la rapidité qu'ont les gens de pouvoir co-construire, c'est 10 fois plus, ça amène 10 fois plus de valeur que la perte éventuelle de celui qui avait déjà découvert le démineur il y a quelques années. Je veux dire, on n'a pas attendu le réseau social pour ne rien glander en entreprise, pour ceux qui veulent, mais ça représente une partie infime. Je reviens à la confiance. Avoir confiance en ses collaborateurs, c'est partir du postulat de fait que 90%, 99% d'entre eux, si on leur donne des moyens d'expression, ils vont créer de la valeur. Voilà. Franck Lapinta, chez la Société Générale, alors racontez-nous un peu comment ces RH 2.0 se conjuguent chez vous. Alors, ça a été finalement une réflexion très très pragmatique, c'est de se dire que
Il y a des comportements et des usages qui évoluent, que ce soit dans l'entreprise, et encore une fois, lorsqu'un candidat arrive dans l'entreprise, il ne change pas du tout au tout sa façon de se comporter, sa façon de communiquer avec les autres, sa façon de s'informer, de se divertir ou de s'instruire. Donc c'était de prendre conscience finalement que il y a un certain nombre d'usages qui sont en train d'évoluer et que si on veut ne serait-ce que continuer à être entendu, à être audible auprès de nos populations de recrutement, par exemple, on n'avait pas d'autre choix que d'aller là où ils étaient et d'utiliser à minima les mêmes outils qu'eux. En gros, c'est d'aller à l'endroit où se trouvent les discussions, où les choix se font lorsqu'un candidat va chercher une entreprise. Donc la réflexion est partie de là. Ensuite, c'était de se dire, et ça rejoint votre question, est-ce que ça représente des opportunités ou pas ? Je pense que ça a été dit tout à l'heure, et puis hier aussi, je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est de se dire, c'est une situation qui est là aujourd'hui, et il y a deux approches possibles, c'est soit la subir, soit essayer d'en tirer parti. En tirer parti par des gains de productivité, alors qui peuvent être des gains de productivité très directs par rapport à ton schéma que tu faisais, Ziryab. Aujourd'hui, il y a un élément qui est très important, c'est la capacité finalement à exploiter très très vite une information qui est gratuite. La difficulté, c'est pas tant de l'avoir, cette information, c'est de faire en sorte qu'elle soit accessible le plus vite possible à la personne dans l'organisation qui saura en faire quelque chose de plus profitable ou plus vite que la concurrence. Et aujourd'hui, les organisations très très hiérarchisées ne sont pas les plus favorables à cette circulation facile de l'information. Donc il y a déjà, ne serait-ce que sur cet élément-là, un élément de productivité immédiat. Le second, même si on a peut-être un peu l'impression aujourd'hui de le redécouvrir, c'est le fait effectivement qu'à partir du moment où on va avoir des personnes dans une entreprise, des collaborateurs qui se sentent bien à cette entreprise, ils vont être plus performants et ça va se sentir auprès des clients. Vous dites chez vous que votre réseau, votre plateforme de réseau social, c'est plus un outil de travail qu'un outil de socialisation ? Alors, ce que je voulais dire par là, en étant un petit peu provoque, c'est que c'est pas non plus une martingale et la solution à tous les problèmes. Il n'y a pas une plateforme sociale ou un réseau social, mais il y en a plein. Parce qu'il y a plein de problématiques, il y a plein de cultures d'entreprise, d'histoires d'entreprise, de priorités, d'enjeux différents. Et c'est simplement de se dire à un moment de la réflexion, oui, le réseau social peut m'aider sur tel et tel sujet. Quand je disais effectivement que c'était très, très orienté travail, entre guillemets, c'est parce que les drivers de départ, c'était ça. C'était, on a la nécessité de déployer des projets RH à l'international et on a besoin d'accompagner ces projets-là. On est dans une histoire du groupe qui s'est développé fortement sur certaines années, beaucoup par croissance externe, et donc il y a la nécessité aussi, que ce soit sur la ligne RH ou sur d'autres lignes, en l'occurrence c'était la ligne RH, de développer davantage ce sentiment d'appartenance et de structurer une filière RH sur à peu près 3500 personnes qui sont éclatées dans 80 pays. Donc il y avait des objectifs qui étaient moins de socialisation, mais qui étaient liés aux priorités qu'on avait, à la stratégie du moment. Et même si ces priorités-là sont restées, après il y a les moyens d'y arriver qui peuvent différer. Est-ce que parmi vous avez des exemples de choses qui n'ont pas marché, enfin des choses où vous-même vous avez dû les arrêter? Alors pourquoi? Je sais pas, Ziryab Marouf. Alors, il y a un nombre de cas où on fait fausse route. Par exemple, si on parle de talent management et de réseaux sociaux, pour le talent management, on peut se louper. Si on ne comprend pas ce qu'est le talent, en gros, un talent, finalement, ça peut être pour la DRH quelqu'un qui est expert en Kampenben et qui parle espagnol. Mais pour moi, si j'ai une fuite dans ma salle de bain, un talent, c'est le plombier qui est disponible et qui va savoir la réparer. Ce que je veux dire par là, c'est que le talent est subjectif à la personne qui le recherche et c'est très contextuel. Donc, tous les projets où la direction dit, voilà, je mets un réseau social pour identifier les talents,
souvent ça marche pas. Pourquoi voulez-vous que moi je m'investisse dans un réseau social alors que je me considère pas comme un talent et que ça concerne 10% de la population? Donc déjà, il y a un point qui est vraiment fondamental, c'est la posture de la direction par rapport au réseau. Si c'est un réseau social d'entreprise, c'est le réseau des collaborateurs avant tout. Donc la valeur première doit être celle du collaborateur. Elle doit venir d'en haut quand même. Pas nécessairement, mais ça peut être un effet induit. De la même manière, comme tu le disais, Franck, que la qualité sociale, être bien dans ses baskets, se sentir contributeur de la stratégie d'entreprise en tant qu'individu lambda, c'est un facteur d'engagement qui va me donner envie de me défoncer plus. Au final, ça aura de la performance économique derrière. C'est la même problématique. C'est-à-dire que si chacun trouve un intérêt individuel, on part de l'humain, dans un réseau social, qu'il soit numérique ou physique dans le cas du Manéo, c'est ça qui, quelque part, évidemment, fera émerger des talents aussi pour la direction. Mais c'est un effet induit. On en parlait tout à l'heure, j'avais un petit exemple. Chez nous, on a une mailing list qui s'appelle Tech. Et chaque consultant qui a un problème pose son problème sur Tech. Et donc la coopération, c'est que les gens ont envie d'aider la personne qui a ce problème. Et c'est comme ça qu'on détecte également des talents. Ce sont les forts contributeurs sur cette mailing list qui aident les autres. Il y a un tweet justement, le kiffomètre chez Octo ou le shadowing. Alors ça, qu'est-ce que c'est chez vous? Alors le kiffomètre, je peux expliquer ce qu'est le kiffomètre. Le kiffomètre, c'est une mesure qu'on met, je pense qu'elle est mensuelle. Elle est, par activité, elle se mesure différemment, mais en tout cas, elle se mesure dans la durée de la même façon à l'endroit où on la mesure. On mesure le kiff des consultants. Donc chaque fin de mois, on leur demande une note. Non, c'est un peu au-delà du like, c'est une note sur ce qu'on appelle, nous, du perfection game. Donc on met une note sur 10, on dit je mets 7 parce que j'ai aimé ce mois-ci, ceci, cela. Et je t'aurais mis 10 si j'avais eu ce point-là en plus, par exemple. Et donc on mesure et on suit ça, c'est très important. On appelle ça un kiffomètre ou un moodmeter en fonction du terme, si tu veux, un terme français ou anglais. Et c'est une façon de mesurer en quasi temps réel le moral des troupes. Et le shadowing? Le shadowing, c'est un peu plus technique, c'est l'aptitude qu'on a de doubler une mission avec un autre consultant et de travailler en pair sur une chose. Il y a juste 2 points en lien avec ce que tu dis qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est la notion de nouvelle technologie de la relation. C'est-à-dire que, en gros, le point aujourd'hui n'est plus tant, comme dans le knowledge management, d'identifier les savoirs. Ce qui est important, c'est d'identifier les sachants. Donc c'est l'intelligence connective, au-delà de l'intelligence collective qui prime. Et les réseaux sociaux, encore une fois, si on parle de réseau d'humains, puisque c'est ça la définition d'un réseau social, l'avantage premier finalement c'est celui-là. Et tout le reste en découle. C'est la capacité des uns à trouver les autres en fonction de compétences, de centres d'intérêt, de difficultés, de galères, de remerciements. Voilà, c'est ça finalement un réseau social. Et ensuite en découle des communautés, des outils, des stratégies. Alors derrière, comment on fait pour, j'allais dire, je reviens à un aspect un peu business, pour récompenser, pour rémunérer les gens qui participent à ces communautés, Laurent, voilà, comment ça se passe chez vous, au groupe EDO? Alors, avant de vraiment rentrer dans les actions, en fait, on s'est posé beaucoup de questions à savoir est-ce qu'on rémunérait un collaborateur qui développe son idée? Et donc, on s'est posé la question c'est quoi la valeur d'une petite idée par rapport à une grande 50 €, 500 €? Et on s'est très vite dit tout le monde va vouloir chercher des grosses idées pour avoir les 500 € et les petites idées qui peuvent apporter quand même beaucoup à l'entreprise, ils vont faire une croix dessus. Alors que 50 petites idées à 10 €. Voilà. Et donc, après, du coup, on s'est dit on ne va pas rémunérer les idées. Et puis donc du coup, comme on s'est dit on ne va pas rémunérer les idées, on a dû réfléchir sur l'argumentaire à fournir pour un collaborateur qui viendrait vers nous en nous disant qu'est-ce que j'y gagne financièrement à développer mon idée. Et le résultat des courses, c'est que 2 ans après, on a un peu plus de 300 collaborateurs qui ont participé à la réalisation d'idées chez nous. Donc quelle qu'elle soit, bien-être, innovation, etc., etc. On n'en a aucun qui nous a dit qu'est-ce que je vais gagner financièrement. Alors pour plusieurs raisons. C'est son image de marque, c'est un peu ça, ça. En fait, en fonction du profil de la personne qui vient vous voir, soit il est nouveau dans l'entreprise, il a envie de montrer de quoi il est capable, soit il est dans l'ancienne entreprise, il a envie de montrer qu'il est encore capable, soit il a une mission dans laquelle il est tombé dans une routine, il a envie de rencontrer des gens, de faire autre chose. Enfin, il y a plein de raisons qui font que le côté financier, il semble... Mais est-ce que ça veut dire qu'il a été aussi un peu remarqué par la DRH, qui a pu voir qu'il était... Il le sait peut-être ça, que son patron, ses managers, son DRH ont pu repérer qu'il était assez actif. Ils y pensent, ça? Peut-être une fois ou deux, peut-être 5 fois, mais sur un réseau de 35 000 personnes actives ou de plus, quelque part, c'est pas tant ça l'enjeu. L'enjeu, je crois, c'est d'abord la reconnaissance du pair. On a parlé de ROI et de KPI en disant no way dans un vrai réseau social. Enfin, moi, c'est ma posture et c'est celle de pas mal de gens autour de moi. S'il devait y avoir un KPI, juste un, ce serait le nombre de fois où vous retrouverez le mot merci
dans le réseau social. C'est-à-dire, ta contrib, ton aide m'a aidé dans mon job. Voilà. Et cette reconnaissance du pair, pour moi, elle a énormément de valeur. Et c'est ce qui donne enfin, on parle de valeur aussi, toute la valeur, quelque part, du partage, du lien et de la générosité de cette aide, quoi. Voilà. On parlait hier de relations clients, on parlait du merci, du sourire. Franck Lapinta. Non, par rapport à votre question sur la rémunération ou la récompense, je crois qu'on s'est jamais posé finalement cette question-là, alors qu'il s'agisse de communautés ou de réseaux spontanés, où effectivement je vais, moi, volontairement avoir envie de créer ou de participer à une communauté des apiculteurs, voilà, ou bien lorsque ça va être dans le cadre de sharing chez nous, où c'est davantage orienté sur un outil de travail. Et là, la récompense, il n'y en a pas non plus, parce que c'est le discours qui va être porté là derrière, c'est on va vous mettre à disposition un outil qui va vous faciliter la vie, qui va vous faire gagner du temps, qui va vous permettre de trouver la personne qui va résoudre votre problème plus vite, ou qui a été confrontée à cette situation-là il y a 6 mois, ou qui va pouvoir vous aider à travailler sur ce sujet-là. Alors, parce qu'effectivement, il y a des outils qui permettent de s'affranchir des distances, du temps, de travailler entre la République tchèque et la Roumanie. Voilà. Et c'est ça la récompense sur un réseau orienté très, très métier, ça va me faciliter la vie. Et ça va me permettre d'être plus performant. Alors on va revenir dans un instant sur est-ce qu'il faut une charte ou pas, est-ce que la génération Y. Une question, est-ce que le succès des projets dont vous parlez, ça vient aussi qu'on laisse aux gens finalement d'être pro et perso sur ces... voilà, on se dit, ils répondent à des questions techniques, mais en même temps, ils vont participer à une initiative pour monter des ruches sur les toits, ils vont être des passionnés de photos, des passionnés de pêche à la mouche, et autres. Est-ce que c'est ça? Il faut laisser un peu de marge dans ce domaine-là. Alors, déjà, je pense qu'il faut être très, très modeste et pas nécessairement parler de succès, peut-être de victoire, mais c'est jamais acquis, c'est jamais gagné. Et puis, c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Faut pas se voiler la face. C'est pas simple. Ça bouscule des organisations, des habitudes, des façons de faire. Ensuite, finalement, quelle est la bonne solution? Je crois que il y en a pas qu'une. Encore une fois, c'est quand on trouve la petite recette qui a facilité un peu la vie, qui a répondu en partie aux objectifs que l'on a. Et mon histoire et l'histoire de Orange, ça va pas être la même. Ce sera pas la même culture, les mêmes besoins à un certain moment. Et voilà, la victoire, c'est quand on a réussi à contribuer un petit peu à l'atteinte de ces objectifs, quels qu'ils soient. Laurent Vergult, et puis je poserai la même question à Zirel, il faut une charte, il faut établir quelque chose, même a posteriori, pour dire tiens voilà, un peu quand même faites attention à ça et ça. Non. Moi j'ai vraiment envie de voir jusqu'où je peux aller, et pour l'instant, je suis vraiment désolé, j'avais dit en plus de le couper. C'est peut-être un des collaborateurs. Excusez-moi. Non, en fait, nous, quand on écrit, c'est après avoir réalisé, et parce que c'est une victoire. J'avais utilisé le terme succès, mais c'est une victoire. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas de grille d'évaluation, c'est pour ça qu'on ne dit pas ton idée elle est bonne ou elle n'est pas bonne. On essaye et toujours, quand on sent qu'une idée soit va avoir un coût supplémentaire pour l'entreprise ou on ne la sent pas trop, on essaye de faire en sorte que ce soit le porteur de l'idée qui, de lui-même, se dit finalement mon idée, elle n'est pas si bonne que ça. Donc on ne met pas en place de grille d'évaluation parce que qui dit grille dit revenir dans un process. Et on est anti-process dans le cadre du Manéo. Pour vous dire, on travaille sur des tables de ping-pong. On a une collaboratrice qui avait envie de fêter à Chandeleur, donc entre midi et 2, on a fait 400 crêpes à plusieurs collaborateurs, parce que ça nous faisait plaisir de le faire. Et on ne se pose pas de questions, en fait. Ce qu'on veut, c'est on le fait, on regarde si c'était sympa, s'il y a eu un intérêt. Un autre exemple, on a payé pour la première version de l'application iPhone Leroy Merlin une vingtaine de milliers d'euros pour la réaliser. Il y a un collaborateur qui est venu nous voir en nous disant... je pense être capable alors que c'était pas son métier, mais je pense être capable de faire la même chose sous Android, il l'a fait et ça nous a rien coûté. Mais on ne sait pas commencer à poser la question de c'est quoi le cahier des charges de l'application, etc. Zirel Marouf, alors la génération Y, est-ce que c'est une façon de les attirer? Est-ce que d'ailleurs il y a un sujet autour de cette génération Y et de ces réseaux sociaux, de ces plateformes collaboratives dans l'entreprise? Évidemment, il y a un sujet quand on voit la pyramide des âges, qu'on voit que c'est paradoxal, on est en pleine crise
du chômage aujourd'hui et constater que dans 5 à 10 ans, on sera en crise du recrutement, c'est quelque chose qui est assez énorme. C'est-à-dire penser que demain, mon compétiteur en tant qu'Orange sera L'Oréal, sera Société Générale et ADO, parce que la compète entre nous se fera sur la capacité d'attirer les nouvelles recrues. Donc oui, c'est un sujet, mais ce n'est pas le seul sujet. C'est-à-dire résumer la mise en œuvre d'un réseau social d'entreprise à la génération Y, c'est une bêtise monumentale. D'ailleurs, ils n'en veulent pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup trop pour les gens. Moi, j'ai une petite expérience, celle de Plaza, qui est le réseau social du groupe Orange. Avant de lancer la première ligne du cahier des charges ou de la consultation, on a fait des focus group avec des gens qui représentent tout le tissu social de l'entreprise, des jeunes, des moins jeunes, des nomades, des sédentaires, des cadres, des non-cadres. Et avec eux, on a essayé de comprendre ce que devait être un réseau social d'entreprise et ce qui ne devait pas être à l'échelle de l'individu, de l'équipe et du groupe. Et c'est à partir de là qu'on a écrit une charte de bon usage qui n'est pas un contrat, qui n'est pas la ligne Maginot 2.0, c'est juste comment bâtir un espace de confiance mutuelle. Et pour répondre à votre question, on a été très surpris parce qu'au début, on se disait, voilà, les aînés vont être pas trop sur le sujet, les jeunes vont être très moteurs, et puis c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que les aînés nous ont dit, c'est un vrai sujet que le réseau social, j'ai pas le temps d'y aller, je comprends pas comment ça marche, mes gamins, mes neveux y sont, je suis ravi d'avoir un espace protégé au sein de l'entreprise pour pouvoir découvrir ses usages. Et à l'inverse, les jeunes, en particulier ceux qu'on appelle les télécom talents, vous savez, c'est des recrutements graduates, etc., on a fait un groupe de travail avec eux, donc c'est ceux qui sont issus des grandes écoles d'ingénieurs et de commerce, nous ont dit, d'abord, on n'en a pas besoin, on a déjà notre groupe sur Facebook avec nos copains de Bouygues et d'SFR. On discute bien ensemble, donc là déjà on a des grosses gouttes en termes de confidentialité des données, etc. Et ensuite, ils nous ont dit, bon, admettons que vous fassiez vraiment ce réseau social pour la Genoise et pour les jeunes, donc pour nous, c'est pas pour Madame Michu. Donc ceux qu'on imaginait plutôt promoteurs et ouverts étaient plutôt fermés, sectaires c'est un peu fort, mais voilà, et les aînés à l'inverse étaient fort demandeurs. Et quand un an après le lancement du projet, sur la base de 35 000 utilisateurs actifs, un peu plus de 1200 communautés créées à 90% spontanément par les gens, ce qu'on constate dans l'âge des utilisateurs, c'est que, comme dans Facebook, la moyenne d'âge de Plaza est de 42 ans pour une moyenne d'âge groupe de 46. Et quand on regarde plus en détail, parce qu'une moyenne, c'est une moyenne, hein, si j'ai les pieds dans le four et la tête dans le congélateur, je suis à 37. Hein, voilà. On peut faire dire tout, je dirais, au stats. Quand on regarde plus finement comment sont composés, quels sont les écarts types, eh bien, globalement, les aînés sont très représentés, les plus jeunes aussi, puisqu'il faut descendre le barycentre, je dirais, de 46 à 42. Donc il y a beaucoup d'idées préconçues sur ces sujets. Voilà. Il faut plus parler de culture Y que de génération Y. Absolument. Alors Absolument. on va faire un sondage. Je ne sais pas si Avner Cohen-Solal est là pour faire un sondage à partir d'Evenium. La question, on la pose là, Avner. Es-tu dans le coin pour la... On va vous poser une question justement sur l'utilité des réseaux sociaux. Voilà, la question est là. Croyez-vous en l'utilité d'un réseau social d'entreprise pour votre organisation? On va voir si on a réussi à vous convaincre. Donc oui, tout à fait, oui, un peu, non pas vraiment, non pas du tout. Donc il suffit de voter. Hop, allons-y. Je vais le faire. Et on va avoir la réponse dans quelques instants. Des opportunités business, des choses qui ont vraiment apporté de l'argent, Zirem Marouf, il y en a eu quand même. Évidemment, si vous prenez une équipe de rugby, que vous l'emmenez au resto et que vous lui proposez de parler de ce qu'elle veut, absolument ce qu'elle veut, la probabilité pour que 80% de la soirée parle rugby est assez forte. Hein, voilà. Eh bien, dans un réseau social d'entreprise, c'est pareil. Vous appelez vos collaborateurs à discuter de ce qu'ils veulent dans des communautés qu'ils créent à leur main. La probabilité pour que 80% de ces communautés soient orientées business et amènent de la valeur quantifiable est très forte. Donc des belles histoires, il y en a énormément. Il y a celle, par exemple, de la communauté ATTM qui réduit le time to market en travaillant avec des collaborateurs qui sont consommateurs, donc qui vont critiquer les hypothèses d'évolution des produits et qui vont amener une information à la fois critique et qualifiée. On gagne du temps et de l'argent. Des communautés qui sont orientées autour des métiers du système d'information pour véhiculer très rapidement tout ce qui est lié aux méthodes agiles, tout ce qui est lié des communautés formation. Voilà, il y a des débouchés. Énormément. Franck ? Oui, et des choses très basiques aussi. Le fait de pouvoir préparer des ordres du jour ou des comptes rendus de réunion à plusieurs et en un quart d'heure quand ça prenait 15 jours. Le fait de pouvoir partager des documents et qui vont être traduits très rapidement par les équipes au sein de la communauté. Le fait de travailler par exemple sur
sur la communauté de la formation, sur des appels d'offres, parce qu'il y a la volonté de formaliser, d'uniformiser la façon de faire les appels d'offres sur la formation. Il y avait une première option qui était c'est le corporate qui le fait, et puis ensuite on le diffuse, et puis tout le monde pince le nez en disant c'est pas exactement pour moi. Et l'autre option, Sharing a été utilisé pour ça, c'est de se mettre à plusieurs. Et plusieurs pays qui ont travaillé dessus, plusieurs équipes formation de différents pays. Et après, il y a une rapidité d'adhésion, du coup, qui est excellente. Et on va conclure sur le chiffre, vous voyez. Oui, tout à fait, 67%, oui, un peu 26%. Donc on a plus de 90%, 93% de la salle qui est persuadée qu'un réseau social d'entreprise, ça peut fonctionner. Messieurs, merci, on peut vous applaudir.